Allez, Flo. On peut démarrer de toute façon. À la base, il faut se présenter. Donc, T'as pris un livre, Elisabeth? donc bonjour, on a perdu l'animateur. Hein. Bon, mais c'est pas grave. On va essayer de commencer par nous-mêmes, sans animation. Déjà, de toute façon, on va se présenter rapidement. On commence par Badis. Je te laisse le micro. Bah, tu as un micro, donc je te laisse. Donc l'idée, c'est de présenter rapide. Hein. Ouais. Bon, rebonjour à tous et plutôt bonsoir. Donc c'est Badis, je suis test manager à Alfortest. Donc j'ai travaillé sur tout ce qui est aspect d'automatisation des tests, le volet CI/CD, mais également tout ce qui est coaching qualité, également le volet agile et agilité à l'échelle, donc avec un focus aussi sur tout ce qui est agilité à l'échelle. Auparavant, j'ai occupé aussi des rôles un peu plus managériaux en tant que PM et CPO. Donc, sur la gestion des solutions en tant que chef produit sur des solutions mobiles et web. Mais après, je suis auditeur aussi sur tout ce qui est standard ISO, les normes 27001, les normes ISO 9001 et compagnie. Et également les standards de test, les TMMI. Et je suis également présent sur côté GFTL en tant que speaker, généralement sur pas mal de thèmes. Voilà. Et je passe la main à Shaheen. Donc, Marc Alchaïn, une activité professionnelle avec Altran, où je travaille sur des missions d'expertise, comme de l'audit, du coaching, de l'accompagnement et du développement du test, qui se fait évidemment par de l'avant-vente, mais aussi avec participation et travail sur des conférences, parce qu'il faut du temps pour préparer des présentations et des supports, des formations, des ateliers, etc. J'ai aussi une casquette activité publique, notamment avec l'écriture d'articles à travers le blog de la Taverne, qui fait maintenant des webinaires. Le prochain mardi, donc table ronde sur la place du testeur agile. Je vous invite vraiment à vous connecter, fait en partenariat avec Scrum Life. Vive la pub. Et, et voilà, l'organisation d'événements comme la soirée du test, la JFTL, etc. Et contribution au livre que vous pouvez aller chercher, qui est à l'entrée. Voilà. Ils ne sont pas finis les ateliers encore. Si, tout est fini. Non, j'en sors d'un. Ah bon. Donc il faut les attendre pour qu'ils puissent arriver. Alors, Nelly Présent-Rénal. C'est l'heure de finir. Hein. Donc, moi, je suis test leader pour Open sur la BU d'Aix-en-Provence. Et voilà, et j'interviens au niveau de la practice testing en tant que pilote. Donc, voilà, sur la communauté, de notre côté, sur la practice testing. Peut-être sur l'autre slide, je sais pas si cela, voilà. Pardon ? On m'entend pas bien. Donc ça, c'est notre practice testing côté open, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous. Donc c'est pour tous nos collaborateurs l'objectif de découvrir et d'approfondir le monde du test à travers différentes organisations et différentes pratiques mises en place de nos valeurs. Mais ça, on va en discuter. Donc Antoine. Bonsoir à tous, donc moi c'est Antoine, donc je suis responsable architecture et technologie chez La Redoute. Donc moi je suis convaincu que la qualité et le test, ça peut nous aider à faire du bon software, du produit à l'architecture jusqu'aux opérations. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé sur la communauté de qualité de testing. Et j'ai une autre conviction, c'est qu'on apprend aussi beaucoup par l'échange. Donc c'est pour ça que je suis aussi présent dans pas mal de communautés de tests et que j'en anime. Et je suis aussi cofondateur d'un outil d'automatisation qui est Cerberus Testing Open Source, là aussi dans l'état d'esprit communauté et partage. Voilà, donc Frédéric Assandi-Capillo, je suis test manager à Amadeus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite société sur Sofia. Indépendamment de mon travail à Amadeus, où je participe à la communauté de la qualité, je suis organisateur de pas mal d'événements, comme vous pouvez le voir, et donc j'ai participé aussi à quelques rédactions de livres du CFTL. Voilà, et donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a pas mal d'éléments qui sont importants pour moi, la qualité, les tests, tout
ce qui est processing, méthode et validation, c'est des choses très importantes pour moi. Voilà, donc on peut passer aux questions. Ouais, merci pour la présentation de toute l'équipe. Donc, l'idée, c'était table ronde, c'est de créer une conversation entre les différents acteurs que vous avez en face de vous, mais également avec vous. Donc, si vous avez des questions, alors les deux thèmes centraux, comme vous l'avez compris, hein, c'est comment créer une communauté et l'animer. Quels sont les enjeux, à quoi ça sert de créer une communauté IT? Alors, ce soir, on parle du test, mais ça peut être dans d'autres domaines, hein. Donc, concrètement, à quoi ça sert de créer une communauté et plutôt dans une entreprise, des grands groupes? Donc, c'est la thématique numéro 1. Et la thématique numéro 2, c'est comment partager des bonnes pratiques. Donc, c'est souvent lié, mais une bonne pratique peut être partagée en dehors d'une communauté d'experts. C'est-à-dire que l'enjeu, souvent, on peut se réunir dans une communauté de QA, définir un peu des bonnes pratiques sur un sujet, mais si ça reste dans une petite communauté de 10, 20, 30 personnes, ça ne sera pas forcément bénéfique pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, l'idée, c'était d'échanger ensemble, mais comment on peut s'y prendre pour partager ces bonnes pratiques plutôt à l'échelle, au niveau d'une entreprise ou d'une DSI. Voilà. Moi, c'est les deux sujets sur lesquels je pensais que c'était intéressant d'échanger ensemble ce soir. Alors déjà, je ne sais pas si des personnes dans l'assistance ont vraiment des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite en particulier ou... D'accord. Faut pas être timide. Donc, ce qui peut être intéressant, ce que là, donc, on voit qu'il y a des grosses ESN, il y a aussi des grands comptes. Donc, c'est deux approches différentes, mais je pense qu'on a tous la même problématique sur partager ses savoir-faire avec ses pairs et avec même les juniors, par exemple, les gens les moins expérimentés dans l'entreprise. Donc, on peut peut-être commencer par les groupes, comme donc là, il y a un représentant de Cdiscount, La Redoute et Amadeus. Si vous pouvez peut-être chacun nous expliquer pourquoi vous avez décidé de créer ça et les problématiques que vous avez rencontrées et les solutions que vous avez trouvées pour le faire vivre. Merci. Ouais. Donc nous, le besoin de créer des communautés, ça a été en fait une conséquence de l'accélération de livraison du software. Donc en fait, si on est un peu trop tranquille, on va laisser toutes ces équipes en silo tranquille. Donc les testeurs font du test dans le back-office, ceux du front dans du front, etc. Et tout le monde fait son petit travail dans son coin, pardon. Et donc nous, on a eu besoin d'accélérer la livraison de software. Et donc pour ça, il faut horizontaliser la collaboration entre les PO, les devs, les tests, les ops, etc. Et il faut une contre-force, une contrebalance quand on fait ça pour gérer la verticalisation des compétences. Et il faut aussi savoir le faire au travers des silos. Par exemple, il y a des testeurs sur le front, sur le back-office, sur différentes applications. Même s'ils peuvent faire partie de la même équipe, on va dire, étendue, ils ont un besoin d'être animés en vertical. Et donc nous, le besoin de communauté de pratique sur un aspect, par exemple, du métier de testeur, c'était celui-là. L'autre intérêt, c'était aussi de faire émerger des bonnes pratiques entre ces équipes qui étaient du coup horizontalisées. Donc il y a des communautés de pratiques qui ne sont pas limitées uniquement à des jobs de testeurs ou de développeurs, etc. Donc il y a un enjeu d'hybridation de ces communautés. Et après, le dernier avantage, c'est aussi l'aspect plutôt motivation des gens, rétention. Donc on arrive à faire émerger des leaders, des gens trouvent des mentors en dehors de leurs équipes, etc. Et on crée des interactions à plus forte valeur ajoutée dans l'organisation. Donc nous, pour faire ça, on a vachement mis en place des modèles de mentoring avec quelqu'un de plus senior qui a déjà une expérience pour monter des communautés de pratique, pour initier quelqu'un à être le lead, parce qu'on s'est vraiment aperçu, c'est qu'il faut un leader de la communauté. Il n'y a pas d'auto-organisation, tout le monde va trouver. Les gens en première réunion, ils vont être comme nous à la table ronde, personne n'a de questions, il ne se passe rien. Bon, bref, donc faut quelqu'un qui arrive avec l'agenda, on va travailler ça, voilà, donc qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, quelles difficultés vous avez eues, on va regarder Dora, on va regarder des bonnes pratiques, etc. Donc nous, on le fait comme ça. Donc il y a vraiment des rôles de leader. Et donc on a deux typologies de communautés. Soit c'est très verticalisé par métier, mais on le fait au travers des silos, front office, back office, data, etc. Soit c'est au contraire sur des pratiques transverses, donc sur DevOps, la livraison continue, etc.
Et après, pour partager au-delà de ces communautés, là, on fait les mécanismes un peu plus standards de talk dans l'entreprise. Donc, on a mis en place des talks toutes les semaines dans la boîte. Voilà. Donc, les gens sont incentivés. Il n'y a aucun incentive monétaire, etc. C'est plus la reconnaissance de leur partage d'expertise. Donc, c'est comme ça qu'on investit. Ok. Ouais, c'est intéressant. Oui, bah Fred, si tu veux poursuivre. Au sein d'Amadeus, on était il y a quelques années de ça, avec de longues années de ça, on était plutôt en cycle en V, et du coup on avait des groupes de QA, donc il y avait des échanges qui étaient faits au sein même de ces groupes de QA, donc il n'y avait pas vraiment la nécessité de communauté, mais on a grossi, énormément grossi, hein, puisqu'en quelques années on est passé d'à peu près 600 à plus de 4000 personnes sur le site de Sophia. Et là, on a eu des groupes de QA qui étaient dispatchés un petit peu partout, et on a eu un début de besoin de communication entre ces différents groupes de QA. Donc, il y a pas vraiment, on ne peut pas appeler ça vraiment des communautés, mais des voies d'échange entre ces différents groupes pour communiquer. Alors, communiquer sur les pratiques, sur les méthodes, sur les outils, etc. etc. Et puis est arrivée l'agilité, donc, qui a été un grand bouleversement au sein de notre entreprise, notamment au niveau qualité, parce qu'on a eu une migration des gens des différentes équipes qui s'est faite et qui ont été intégrés dans les différentes Scrum Teams, dans les différents groupes de travail. Ce qui fait que les gens ont été un peu plus isolés, même s'ils avaient gardé des contacts naturels, hein, parce que bon, entre QA, on se retrouvait de temps en temps. Mais malgré tout, il y avait des gens qui se retrouvaient de plus en plus isolés, et pour les échanges, pour les process, les méthodologies, ça posait vraiment des problèmes. Et puis est arrivé le moment où on a fait la QA transformation. Donc c'était une phase qui nous a permis de mettre la QA un peu au centre des processus, qui était un petit peu négligé. Ce n'était pas la priorité, on va dire, mais c'est devenu une des priorités. Et là, on a commencé à voir un petit peu ce qui se passait. On s'est rendu compte que, par exemple, au sein d'Amadeus, on avait à peu près 170 outils de test différents qui étaient utilisés. On avait un bon catalogue quand même, hein. On n'avait pas la totalité des outils de test qui existaient, mais on avait quand même un bon catalogue quand même. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une obligation de rationalisation, parce que, indépendamment du fait que ça faisait quand même beaucoup d'outils, du coup, les QA étaient difficilement migrables d'une équipe à l'autre sans avoir une formation au nouvel outil qu'ils devaient utiliser. Et en plus, ça a un coût, parce que la plupart des outils avaient des licences qui nous coûtaient quand même de l'argent. Donc on a commencé à monter des communautés, et ça a été notamment renforcé depuis l'application de Safe, où on a encore plus un découpage par équipe et une isolation des différents QA dans les trains. Voilà. Alors comment s'organisent les différentes communautés au sein d'Amadeus? Ce sont des communautés concentriques. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de petites communautés qui vont être des communautés, soit des communautés par rapport à des métiers, par exemple une communauté de test manager, soit des communautés par rapport à des outils. Il y avait une présentation de Badis sur Robo Framework. On a une communauté qui est dédiée à Robo Framework, soit des communautés par rapport à des méthodologies. Par exemple, une communauté que j'anime qui s'occupe de tout ce qui est les transformations dues à l'agilité et SEF pour les tests. Et tout ça, toutes ces communautés sont chapeautées par la QA Community, qui est un peu le lead de toutes ces communautés, qui fait du liant entre toutes ces différentes entités qui sont présentes dans Amadeus. Voilà, alors actuellement, on n'est plus que 3800 Amadeus maintenant, mais on a à peu près 600 participants à ces diverses communautés, donc ce qui est quand même un bon ratio. Et en sachant que ces communautés se sont étendues de plus en plus, c'est-à-dire qu'au début, on était essentiellement entre QA. On a eu de plus en plus des gens qui avaient des profils alors c'est PIDEF, qui faisaient des spécifications. Voilà. Business analyst, merci. On a des jargons comme ça qui sont difficiles à sortir de l'esprit. Mais aussi des devs, parce que de plus en plus des gens qui étaient au dev ont commencé à faire des tests. Alors, pas uniquement des tests unitaires, mais aussi des tests d'intégration et des tests système. Donc, ces communautés intègrent de plus en plus de gens. Pas assez à mon goût, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui soient hors la QA, qui viennent participer à ces communautés. Mais bon, malgré tout, il y a un début, il y a un démarrage, et c'est très intéressant. Oui. Le CFB qui fédère toutes ces communautés. Le CFB, à l'époque, je me souviens,
Oui, voilà, c'est EQS maintenant, mais on change régulièrement, Ils ont parce que changé les sinon lettres. on s'ennuierait. Ouais. Oui, mais effectivement, c'est ce que disait Antoine, il y a une obligation d'avoir des leaders, et il y a une organisation qui chapeaute tout ça. Sans cette organisation-là, ça s'essouffle. On en parlera sûrement après. Monter des communautés, c'est très facile, hein. Les maintenir dans le temps, c'est beaucoup plus difficile. On en parlera sûrement après. Ok, merci Frédéric. Badis, tu peux peut-être nous toucher un mot de comment Cdiscount s'organise sur ces sujets? Ouais. Donc je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à Frédéric. Les modes de fonctionnement sont un peu assez proches. Mais en gros, pour les communautés, les changements qui ont poussé, on va dire, qui ont fait que les communautés poussent rapidement, généralement, c'est des changements organisationnels. Par exemple, côté programme, il y avait au début du programme Octopia, on est passé de 2-3 équipes au bout d'une année à une trentaine, voire plus d'équipes. Et du coup, il fallait avoir un modèle de communication assez fluide et de descente des informations déjà. Pour intégrer les nouveaux dans une communauté, c'est toujours plus simple. Après, il y a aussi des communautés, il y a plusieurs types. Il y a des communautés dédiées pour des thèmes spécifiques, tels que la communauté QA. Il y a une communauté pour l'aspect craftsmanship, communauté pour tout ce qui est agile, là, les grandes communautés. Après, sur des technos spécifiques tels que robots, comme l'a dit Frédéric, il y a des petites communautés, par exemple, par rapport à tout ce qui est un peu plus technique. Pour moi, ce qui est commun entre les communautés, c'est peut-être les partages des REX, que ce soit sur le point de vue agile, le point de vue bonne pratique QA, le point de vue robot. C'est toujours un mode de partage, un moment de partage des bonnes pratiques, des petites victoires, etc. Et c'est aussi un moteur qui accélère la prise de décision. Parce que si on partage quelque chose derrière, ça permet de se dire, est-ce que ça vaut le coup de le généraliser, de le dupliquer ailleurs ou pas? Et c'est ce qui fait un peu la force de la communauté. Après, d'un point de vue général, il y a aussi le moyen pour la problématique, c'est toujours la maintenance des communautés. Il y avait quelques points communautés qui n'ont pas été maintenus dans le temps parce que justement, il n'y avait pas dans le backlog des sujets pérennes et il fallait toujours avoir des leaders justement qui vont proposer les sujets, qui vont pousser auprès du jeune pour qu'il adhère un peu à la démarche, surtout au début. Une fois que ça prenne la forme, on peut jongler et définir des animateurs pour chaque point. Comme ça, il prépare d'avance ce qu'il veut présenter, ou bien au moins il prépare le volet animation. Généralement, si on travaille ça à travers des outils, ça devient plus simple. Typiquement, il y a des outils de collaboration visuelle tels que Miro ou autres. Ça permet de donner un cadre conceptuel aux communautés à travers un petit backlog, à travers les idées qu'on veut traiter, un peu aussi l'aspect vote. En votant les idées, on saura d'avance quels sont les thèmes les plus pertinents, les thèmes partagés entre les membres de la communauté. Et comme ça, on maintient un peu l'aspect collaboratif et la communauté, elle reste active, quoi. C'est un peu ça l'enjeu pour les communautés, c'est la continuité, c'est la maintenance. Voilà. Ok, merci Badis. Je vais peut-être avoir une voix un peu dissonante, mais une communauté qui meurt, c'est pas forcément un problème en soi. C'est même un cycle de vie qui est donné dans SAFe avec les communautés de pratique. Elles sont là pour un objectif. Lorsque l'objectif est accompli, elles n'ont plus forcément de raison d'être. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on veut maintenir une communauté, parce que des fois, en fait, elles meurent alors qu'elles n'ont pas accompli. Leur objectif, c'est de se fixer des objectifs. Et souvent, les objectifs des communautés, ça va être de partager un savoir, de partager des bonnes pratiques. Et comment on fait ça? En attirant des participants qui, de base, ne seraient pas dans le noyau. Un peu comme une sorte de gravitation. Un événement comme la soirée du test permet d'avoir des personnes qui ne sont pas que dans le test, et c'est ça qui va permettre de partager. Et il faut vraiment avoir ces objectifs en tête, définir ce que l'on veut faire, définir quelles sont les personnes qui ne sont pas directement impactées, mais qui pourraient être intéressées pour réussir à les faire participer.
Et je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. C'est quand on a une communauté, on espère attirer, entre guillemets, le plus de personnes possibles qui ne sont pas directement concernées. Alors là, je vais prendre l'exemple de la taverne du testeur. Voilà, le but, c'est de faire connaître le test, de faire partager des notions. Et oui, c'est très utile aux testeurs et j'en suis ravi. Mais je suis également très heureux quand quelqu'un me dit bah tiens, je ne connaissais pas le test, j'ai regardé, ça m'a beaucoup aidé. Ou même des personnes qui font des POE suite à la lecture d'articles dans la taverne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nelly. Alors, je suis partagée. Parce qu'effectivement, je trouve ton intervention très intéressante. Après, effectivement, nous, au sein d'Open, on est une ESN, donc la communauté nous permet de créer un sentiment d'appartenance aussi à l'entreprise. Ça nous permet de décloisonner aussi les problèmes que l'on peut avoir entre les BU et entre les gens. Et effectivement, comme tu dis, de partager les bonnes pratiques via des SharePoint, etc. Néanmoins, de temps en temps, on a besoin d'être organisé en pilotes qui sont des référents, qui permettent aux gens aussi de grandir dans cette communauté. Et c'est ça aussi la communication. Alors tout à l'heure, lorsqu'on a présenté avec Antoine notre partie sur la fédération, nous avons dit que la différence permettait effectivement de grandir. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on arrive à attirer au sein de notre communauté de practice testing des gens qui viennent des PO, des gens qui viennent de l'agilité, des développeurs, des gens qui viennent voir, qui sont intéressés et qui derrière nous apportent une plus-value qu'on n'aurait pas forcément eue au sein même de notre communauté de testing. Et c'est cette différence-là qui est enrichissante pour tout le monde. Pour rebondir sur ce sujet, on vit ça aussi au niveau de Telecom Valley, parce que comme vous l'avez vu, on a plusieurs communautés. Je vous ai présenté ça au départ. Et ce qu'on a essayé de faire cette année, nous, c'est de faire des animations en binôme entre deux communautés. Donc, par exemple, cette année, on a fait des sujets communs avec la communauté open source et test. C'était sur des outils de test open source, mais on l'a aussi fait avec intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet qui se développe beaucoup sur Sophia depuis 1 an ou 2. Et du coup, on a fait des sujets sur l'IA appliquée aux tests logiciels. Et ça, c'est un peu la deuxième étape qu'on peut voir apparaître sur des associations comme la nôtre ou dans des grands groupes. C'est de faire du cross-communauté. Et c'est vrai que ça apporte un peu d'oxygène, une vision différente. Et c'est aussi une façon indirectement d'intéresser un nombre de personnes différents et plus importantes dans l'entreprise. C'est vrai que c'est super intéressant. Justement, nous, on le fait sur le cross-practice, par exemple. On a une practice donc testing, on a une practice AMOA et on a une practice agilité. Et au sein de chaque practice, on a des gens qui font justement ces liens entre nos différentes practices. Et une fois par an, on se retrouve au sein de l'anniversaire des practices, ce qui permet à la totalité des 3 communautés de participer. On élit à cet événement le meilleur retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on va piocher dans les retours d'expérience qui sont faits au sein des communautés les 3 meilleurs, entre guillemets, selon des critères prédéfinis à l'avance, avec un jury qui est mis en place au sein des pilotes. Et ça permet aussi de récompenser les gens, de faire justement des ateliers ou des présentations de ces retours d'expérience pour que justement la pratique permette cette transversalité. Juste pour compléter ce que dit Nelly, au sein d'Open, on a aussi, elle parlait de personnes qui font le lien entre les practices. On porte régulièrement des événements, des webinaires ou des ateliers qui sont multi-practices. Ça va être des événements qui vont être organisés par exemple, la practice agilité, la practice testing ou la practice testing et la practice AMOA, et qui vont être préparés ensemble et qui vont du coup adresser à un public plus large et plus global sur une problématique donnée. Il y a la problématique de comment capitaliser ça dans le temps dans une entreprise.
et effectivement que ça sorte d'un petit cercle d'experts. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les tendances, comme on l'a vu, du e-learning, où on peut aussi enregistrer des serveurs, un petit peu ces échanges sur des serveurs vidéo dans l'entreprise et le partager. Et souvent, on s'aperçoit, que ce soit chez Cdiscount, Amadeus, les gens ne savent même pas que ça existe, où c'est, quoi c'est. Donc, il y a tout, je pense, un enjeu aussi des leaders de la communauté de dire, mais je suis là pour évangéliser et que ça sorte de ma practice. Quand on arrive à faire ça, c'est intéressant. Et il y a des sociétés, des petites startups qui se créent aussi pour développer des outils de partage de bonnes pratiques, des choses comme ça. C'est des outils qui peuvent s'intégrer dans le code, partager, faire du vote. Et quand il y a des bonnes pratiques qui sont identifiées, alors ça marche plutôt pour du code, mais ça peut marcher pour du clean code orienté, par exemple, au test logiciel. Donc nous, on est en train de... Oui, bon, là, nous, on connaît Promax parce que c'est une boîte française, peut-être qu'il y en a d'autres, mais on intègre ces outils dans nos approches du coaching et du sharing. Et du coup, ça évite que ça se perde ou que ça reste que sur une ou deux équipes, quoi. Je pense que c'est un des enjeux, c'est aussi ça. Donc, je ne sais pas si dans vos entreprises, vous avez travaillé là-dessus pour vraiment capitaliser le savoir et le diffuser, mais dans la durée. Alors, la capitalisation du savoir, ça se fait beaucoup avec des présentations. Malheureusement, en fait, pour moi, c'est un des syndromes de communautés qui vont mourir. C'est des communautés qui ne proposent que des présentations. Des présentations, c'est bien, on va partager du savoir, ça va faire venir des curieux, mais il manque souvent, en fait, un concret. Et quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire lorsqu'on est dans une communauté, c'est proposer, produire. Produire, ça peut produire des supports de formation pour aider. Ça peut produire des POC, des proof of concept, de mise en place de bonnes pratiques. Et c'est tout ça, en fait, qui va faire parler de la communauté et qui va faire que les gens vont continuer à venir. Pourquoi ? Parce que la communauté va faire une présentation, c'est bien, je vais y aller. Et ensuite, toutes les 2 semaines ou tous les mois, oui, encore une présentation, il y a de moins en moins de personnes. Alors que, tiens, cette communauté, ils ont fait ce POC, ils vont sûrement faire un retour d'expérience là-dessus. J'aimerais bien savoir quel a été le résultat. Et les gens vont venir. Ils vont entendre parler de la communauté et ils viendront. Donc, voilà, ne jamais négliger le partage. Oui, partage de savoir, évidemment, mais ça ne pourra fonctionner qu'avec des exemples et avec vraiment quelque chose de produit qui va aider les gens dans la communauté et en dehors. On peut retomber sur des thématiques aussi d'animation d'ateliers qui peuvent être un peu plus pratiques, où on fait les choses ensemble et on passe de la théorie à la pratique. Donc ça peut être fait par des coachs internes ou des coachs externes. Mais je ne sais pas, par exemple, est-ce que dans vos grands groupes, donc la Redoute, Amadeus, je ne suis pas sûr que ça soit encore dans l'ADN du management de dire tiens, je vais payer mon technical leader pour faire des ateliers dans d'autres équipes dans lesquelles il n'y a pas d'objectif de delivery, de prod, mais juste de sharing de best practice. Est-ce que ça commence à exister ou pas du tout ? Ouais. Donc nous, on a eu un peu un effet, je pense, indirect du Covid avec l'explosion de tout ce qui est vidéo, où les gens ont eu de plus en plus le réflexe d'enregistrer ce qu'ils faisaient, donc dans les réunions, les bonnes pratiques, etc. Et ils ont créé en fait du coup des cours pas très structurés, mais pas forcément très denses en texte, mais avec beaucoup de vidéos sur how to résoudre le problème A, B, C. Et donc les gens ont commencé à avoir cette habitude. Ça a eu l'avantage d'éviter de vouloir avoir tout le temps tout le monde en réunion. Du coup, on a une core team. Et faire de la synchrone, quoi. Ouais, en fait. voilà, donc ça a permis de faire ça. Après, la partie un peu initiative du management ou leadership, etc., ça c'est plutôt fait sur les problématiques où on a des problèmes de compétences. Donc, par exemple, on a fait ça beaucoup sur les rôles de DevOps, par exemple. On a beaucoup, une personne, le lead de l'équipe DevOps avait 20% de son temps qui était dédié à l'apprentissage et au coaching de son équipe, mais plus que le coaching, vraiment donner des formations toutes les semaines, etc. Donc, on l'a plutôt fait une approche problème-solution. Et là, il y a un enjeu, effectivement, je pense, un peu plus large de systématiser ça sur d'autres pratiques et d'autres jobs. Après, au sein d'Amadeus, on a essayé de mettre des événements aussi pour un petit peu redynamiser les communautés, pour essayer d'apporter un plus. On a toujours un petit peu des journées de la qualité
qui sont là pour que les gens exposent certains problèmes, montrent des retours d'expérience ou présentent un nouvel outil ou ce genre de choses. Il y a eu, il y a quelques années de ça, maintenant c'est un peu plus compliqué à réaliser, mais une compétition de tests qui avait été réalisée worldwide, donc à travers la planète, où ça partait de l'Australie jusqu'à les États-Unis, qui avait eu un vrai succès parce qu'on avait plus de 200 équipes qui s'étaient présentées. À 5 par équipe, ça faisait plus de 1000 personnes qui avaient voulu concourir. C'était sur une journée, c'était un événement fun qui a permis de mélanger des équipes avec des QA, mais aussi des devs et des business analysts. J'ai bien retenu le terme. Qui ont vraiment apporté un plus. Et ces événements qui sont un petit peu en dehors des événements classiques permettent de redynamiser et de remonter un petit peu le niveau de connaissance de ces communautés, et puis de montrer qu'elles sont actives et de montrer qu'elles peuvent apporter quelque chose. À la fois techniquement, c'est important d'avoir des bonnes pratiques, de la méthodologie, du process, mais aussi humainement, parce que ça reste des lieux d'échange. Et ça, c'est aussi important, surtout en ce moment où on s'isole de plus en plus avec le télétravail, ce genre de choses, où on utilise beaucoup Visio, Teams, ou toutes ces applications qui ont leur intérêt, mais qui nous isolent de plus en plus. Ramener justement les gens à être ensemble, à travailler ensemble. On peut prendre l'exemple des tests exploratoires aussi, qui permet de ramener les gens à travailler ensemble. C'est quelque chose d'important humainement. Donc pour moi, les communautés n'ont pas qu'un intérêt technique, mais aussi un intérêt humain par rapport à une société. Tu veux le micro ? Quelles sont vos astuces pour arriver à attirer les gens à participer, à contribuer à la communauté ? On les paye très cher. Eh oui, je me doute. C'est l'apéro après la soirée. Ouais. On est, enfin, de mon côté, que ce soit du côté public ou professionnel, on essaye de parler de sujets qui vont potentiellement les intéresser. Donc on essaye de varier les sujets, de parler de choses qui pourraient les intéresser. Ça peut être en dehors du logiciel, comme ce soir où j'ai parlé d'intelligence collective avec l'intelligence en essaim ou les jeux, tout simplement. Et de les attirer par ça pour qu'ils se disent « Ah bah tiens, finalement, est-ce qu'il y a des liens et est-ce que ça va m'intéresser ?» Voilà. Je parlais tout à l'heure de présentation, mais les présentations, ça peut être des ateliers, ça peut être des webinaires, ça peut être des tables rondes. L'idée, c'est de proposer... Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne. Quand on diversifie l'offre, il y a plus de chances d'attirer la curiosité d'une personne que l'on n'aurait pas eu autrement. Pour faire participer, pour que les gens soient... Ouais, c'est un petit peu ce que je proposais tout à l'heure. C'est une problématique qu'on perçoit. C'est souvent en fait une diffusion on va retrouver des gens qui interviennent régulièrement. Et l'enjeu, c'est d'arriver à impliquer tout le monde pour que tout le monde propose aussi des sujets. Alors, même s'ils ne les traitent pas, au moins qu'ils le proposent. Par définition, si c'est des gens qui vont proposer des sujets qui vont les intéresser à des experts, les experts peuvent s'en emparer et par définition, ça va intéresser les gens parce que on récupère cette data par sondage, par question. C'est des choses qu'on peut essayer de développer aussi, c'est-à-dire sonder les gens à qui on s'adresse pour savoir quelles sont leurs attentes. C'est tout bête, mais il faut un outil, il faut une méthode pour le permettre en tout cas. Ça, c'est avoir du feedback. Après, ce qui est intéressant, c'est de leur tenir la main quelque part, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent sortir de leur zone de confort. Parce que c'est la problématique principale, en tout cas c'est un des freins souvent au fait que les gens participent à une communauté. C'est-à-dire qu'on a tous un peu peur de se retrouver dans une zone où on n'est pas tout à fait à l'aise par rapport à ce qu'on fait. Et donc effectivement, en tout cas au sein d'Open, le but de la communauté et le but des pilotes aussi, c'est d'accompagner ces gens-là,
leur dire tu n'es pas tout seul, il faudrait que tu fasses ça, ce sujet-là t'intéresse, tu veux nous faire un Rex, tu veux faire ça, on va te montrer comment est-ce qu'on peut faire. Dis-nous quelles sont tes problématiques, on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider à les résoudre. Et c'est comme ça qu'on fait aussi grandir les gens et qu'on leur permet de s'autonomiser et justement de sortir de leur zone de confort et d'aller plus loin, d'avoir une zone d'apprentissage et de se développer. On est justement sur des qualités du testeur là. Savoir être bienveillant, bien communiquer, encourager. Ça fait partie des soft skills du testeur, donc ça, on est plutôt bien armé de ce côté-là. Je pense qu'un des moyens aussi, c'est au début, les leaders, ils doivent essayer de proposer un backlog de sujets. Ces sujets-là, ils doivent être suffisamment intéressants pour déjà susciter, on va dire, l'envie d'y adhérer, de commencer à échanger. Dès que, on va dire, il y a une phase un peu de conduite de changement, puisque les gens qui n'exposent pas trop leur avis, au début, c'est un peu difficile. Après, ils s'habituent déjà à évaluer, à voter, comme l'a dit Julien, sur des sujets. Ces sujets-là, une fois présentés, ça donne plus l'envie de partager des retours d'expérience, que ce soit des bonnes pratiques, surtout si c'est collaboratif via un outil, via des jeux, etc. Ça devient plus pratique. Et du coup, ces gens-là, à un moment donné, ils vont commencer à proposer des choses en fonction de ce qu'ils rencontrent comme problème, et en fonction de ce qu'ils voient auprès d'autres équipes, par exemple. Et ça s'enrichit, donc c'est un peu quelque chose de dynamique, mais il faut savoir l'amorcer. Et comme dit Badis, oui, ça prend du temps. Au départ, les gens ne vont pas vouloir, et ensuite, ils vont venir et... Okay. Il y avait une question. Au-delà de la composante curiosité et intéressement des personnes, il y en a une qui, moi, m'a marqué et à laquelle j'ai trouvé aucune réponse aujourd'hui. Comment vous avez pu mettre en place et gérer la gestion du temps de présence? Une des personnes de votre communauté qui travaille à 100% chez un client, quand est-ce qu'il peut regarder, participer ou animer et avoir du temps et potentiellement de l'argent pour ce temps? Alors effectivement, chez nous, c'est un vrai sujet. Et justement, on parlait des pilotes. En tant que pilote, on a du temps qui nous est dédié pour l'animation de la communauté. Mais par contre, libre à nous aussi, ponctuellement, de dire à un collaborateur, je disais tout à l'heure, on l'accompagne, de lui dire, voilà, on a besoin que tu nous fasses un retour d'expérience ou quoi que ce soit sur ce sujet-là. Et je te dédie sur mes jours à moi, X jours, pour que tu puisses le faire. Et on lui donne le temps et on va communiquer avec les RH, avec le manager, avec le client, en disant on a besoin de lui sur un jour, 2 jours, etc. Après, en fonction, bien évidemment, du besoin. Mais en tout cas, ça se passe comme ça chez Open. Après, pour compléter le dispositif qu'a présenté Nelly, c'est un temps qu'on peut allouer pour travailler sur des sujets. Mais quand on parle de l'intérêt des sujets, c'est vrai que l'affectation du temps revient souvent. Une des réponses aussi, c'est essayer d'apporter un équilibre en fait entre l'intérêt que le collaborateur va avoir à participer et le temps qu'il va y consacrer en fait. Parce que c'est comme pour tous ceux qui s'intéressent à la veille, en fait faire de la veille ça prend du temps. Par contre, une fois qu'on a commencé à faire cet exercice, on s'aperçoit assez vite que ça rapporte énormément de compétences, qu'on apprend énormément de choses et qu'on grandit. Et du coup, au début, ça peut être quelque chose qui va être un exercice, voire quelque chose où on va se forcer. Par contre, ça va devenir une habitude. Tout à l'heure, on parlait d'enclencher les choses. C'est exactement ça, en fait. Au début, ça va être douloureux, entre guillemets, et en fait, ça va devenir naturel, voire pour certains, ça va devenir un jeu, d'aller chercher les informations, de les trouver plus vite que d'autres personnes, etc. Et donc voilà, c'est vraiment, il y a aussi cette notion-là qu'il faut réussir à faire passer à nos collaborateurs, qui est
l'équilibre entre je vais y consacrer du temps, mais ça va me rapporter énormément de choses pour ma carrière personnelle derrière. Et les inciter du coup à prendre du temps pour le faire. Les inciter à prendre du temps pour participer aux ateliers, les inciter à prendre du temps pour faire de la veille, etc. Et... Oui, vas-y. Là, on a une très bonne réponse. D'ailleurs, je me suis permis, je vous la vole pour l'idée. Mais par contre, du coup, c'est la partie animateur. Mais si vous voulez une communauté, il faut autre chose que les animateurs, tous les participants. Que vous avez réussi à trouver des créneaux spécifiques qui correspondaient à tout le monde. Déjà, enfin oui, la base, c'est quand on fait des webinars ou des choses comme ça, on le fait souvent entre midi et 2 ou le soir. Et puis même là, si on est là ce soir, moi j'ai voulu appeler ça la soirée du test. Et c'est pour permettre à des gens qui sont des opérationnels d'être présents sans que ça les mette en porte-à-faux vis-à-vis de leur structure. Donc c'est du bon sens, mais c'est trouver des créneaux horaires sur lesquels les gens aient plus de dispo. C'est évident que quand on fait un webinar, si tu fais un webinar à 10h le matin alors que tout le monde est en daily meeting, t'es mort. Donc c'est du pragmatisme. Après, par exemple, on peut aussi travailler en asynchrone. Là, depuis un an, on a lancé, nous, un livre blanc sur les bonnes pratiques liées au framework d'automatisation de tests. Donc on a vraiment un leader qui a fait la template, qui a commencé à sortir 1 ou 2 outils. Et on a un code qui est dans le guide, qui est partagé pour tout le monde, et tout le monde doit automatiser le même logiciel. C'est une to-do list. Mais quand on est sorti de ces experts, après, on a demandé à nos collaborateurs qui sont en mission, qui n'ont pas toujours le temps, de dire, voilà, toi, tu es sur SciPress, par exemple. Développe un article qui va traiter de SciPress. Tu vas y passer du temps. On va te libérer du temps. Déjà, donc il y a une action de notre côté pour enclencher. On libère du temps à la personne. Donc déjà, elle sort de ses tâches journalières. Elle comprend qu'elle est dans une structure qui n'est pas juste là pour produire sur un projet, qui est là pour faire monter en expertise ses consultants. Une fois qu'elle a compris ça, il faut qu'il y ait une motivation personnelle. Si ça n'intéresse pas, ça ne sert à rien. Mais nous, on essaye de permettre les choses et et on s'aperçoit que petit à petit, il y a des gens qui rajoutent des articles. Ils sont cités dans le livre ou dans le livre blanc, donc ils vont apparaître. Mademoiselle Intel, nanana, elle existe, elle est représentée, elle est visible de tout le monde, de la communauté, de tous les clients, de tous les prospects, parce que ce livre, on peut le télécharger et ils apparaissent au fur et à mesure comme rédacteurs. Donc du coup, c'est valorisant pour eux. Ils apprennent parce qu'ils vont regarder ce qu'a fait leur petit copain. Tiens, qu'est-ce que tu as fait sur quel outil, etc. Ah bon, tu as fait ça. Et, voilà, nous, c'est aussi un moyen qu'on a trouvé, cette histoire de livre blanc qui intéresse nos clients, tout le monde. Mais ça peut même être ouvert à des gens qui ne sont pas de notre société, de dire, tiens, tu veux faire un article dans ce livre blanc sur un outil qu'on n'a pas traité, fais-le. Donc du coup, on a des clients qui participent, on a des collaborateurs, on a des experts d'autres structures. Et nous, on est là pour créer le catalyseur au départ. Et après, normalement, c'est du gagnant-gagnant. Et du coup, on est en asynchrone. Donc, on n'a pas à être présent. On dit, voilà, tu as 2 mois pour délivrer ton article. Tu t'organises comme tu veux. On te donne 2 ou 3 jours. Si tu passes plus de temps, c'est ton choix. Si tu passes moins de temps, tant mieux pour toi. Et on lance le truc. Oui, en fait, on crée un projet, on fédère les gens autour de ce projet qui a du sens pour tout le monde. Il faut que ça soit bénéfique pour l'ensemble des acteurs, en fait. C'est moi qui dois donner le mot de la fin. Alors, la fin, 20h30. C'est FAIM, du coup. Oui, donc il est 20h30 et on doit aller... Mais on respecte les plannings maintenant, on est au top, franchement. Oui, on a des contraintes de temps, puisqu'on ne peut pas quitter le bâtiment après une certaine heure. Donc, il est temps d'aller au buffet pour ceux qui veulent. Et n'hésitez pas à nous interpeller pendant le buffet pour continuer à discuter de ce sujet-là ou d'autres. Et aussi, on a besoin de volontaires pour donner un peu un retour d'expérience, donc grosso modo, sur cette soirée. Donc, vous avez Sandra là-bas qui vous attend, qui va vous bloquer à la porte, qui vous empêchera de sortir, pour que vous fassiez un petit retour, c'est des petites capsules vidéo, en fait.
qu'on pourra reprendre ensuite sur le site de Télécom Valley, sur la soirée du test, pour avoir un peu l'avis de chacun, de se présenter, de faire son petit feedback sur la soirée. Oui. Merci. Alors, j'interviens peut-être trop tard, mais il m'est venu par rapport à ce que vous avez dit quelques éléments. En fait, il se passe que tout à l'heure, j'ai entendu une volonté, un besoin d'outils. Il y a un truc qui s'appelle les liberating structures. Est-ce que ça vous parle? Ces choses-là, en fait, permettent aux gens, de façon très autonome, à fonctionner et fournir quelque part des solutions à un axe. Il y a une invitation qui est donnée et il y a juste un animateur qui est là, qui fait le timekeeper, qui donne quelque part comment ça se passe. Et par exemple, il y a cette notion de open space technology. C'est des sujets qui sont votés par les gens et ensuite des réponses qui sont données toujours par les gens avec différents ateliers dans différents coins de la pièce. Il y a aussi en fait une structure qui s'appelle les X-Teams. C'est Ancona qui a imaginé ça. Qu'est-ce qu'a dit cette fille en question? C'est qu'en fait, il s'agit d'avoir des ambassadeurs au sein d'une équipe, des gens qui jouent ce rôle, qui ont bien sûr cette envie et qui aussi seront secondés par des gens qui vont réseauter. S'il n'y a pas en fait ce genre d'éléments dans une équipe, pour le coup, forcément, elle va fonctionner de façon autarcique. Et bien pour le coup, ce qui va se passer aussi en conséquence directe de ça, c'est que l'équipe va manquer d'efficacité parce que le client n'ira même pas le voir. Du coup, le produit, ils vont l'oublier complètement. Ils vont simplement faire un produit qui est conforme et non pas le bon produit. C'est un petit peu la difficulté. J'ai aussi entendu parler de volonté managériale. Ça, c'est inévitable, quoi. Tu as entièrement raison. Merci. Ah, j'ai un truc qui pourrait vous aider peut-être aussi. Il me reste quelques-uns. C'est des jeux de cartes. Justement, c'est la bonne pratique. Donc, si vous voulez venir les voir, les récupérer, c'est pour vous, c'est gratos. Merci. Merci. Bon, de toute façon, moi, voilà, je tenais à vous remercier d'être présent aussi ce soir. C'est vrai que, en termes de planning, on passe juste avant, j'ai l'impression, les restrictions de fin d'année, mais c'est vraiment agréable de pouvoir se retrouver ensemble pour de vrai, comme on dit. Et puis maintenant, donc, il nous reste effectivement à savoir où est-ce qu'on doit aller, Sandra. On va suivre Danka. Danka, on te suit.